Rebonsoir à tous. 72 heures de grève pour pousser l'État à appliquer les accords signés avec les syndicats de santé. Le 2SO, syndicat de la santé pour l'action unitaire, a entamé son mouvement d'humeur ce mercredi matin. À l'hôpital Fann ou encore à Abass Ndao, seules les urgences et les hospitalisations ont été assurées. Les patients venus se faire consulter ont déploré ce service minimum et interpellent les autorités. Maïmouna Ndiaye. À l'hôpital Abass Ndao, c'est le service minimum pour le syndicat de la santé pour l'action unitaire. Ici, le mot d'ordre de 72 heures est respecté. On est en service minimum dans la mesure où il y a certains services, on ne peut pas les paralyser. Faudrait-il qu'il y ait quand même certains agents qui puissent assurer certaines urgences. Par exemple, le service, le bloc opératoire, le laboratoire, les urgences. Donc là, quand même, impérativement, il faut qu'il y ait un service minimum. Sinon, on observe les 3 jours et je crois que si vous faites le tour de tous les services, vous verrez que le mouvement est largement suivi. À Fann, le SAMES, le SINTRAS, le CNTS et le SUDTM ont aussi déroulé leur plan d'action. Ça fait plus de 2 mois qu'on a déposé un préavis et qu'on n'avait pas eu de réponse. Et pourtant, nous sommes entrés en mouvement juste pour l'application des accords qu'on a eu à signer. Donc vous voyez que c'est la seule fois, le seul moyen qu'on peut utiliser. Les patients, pour leur part, sont unanimes. Ils appellent l'État à la négociation. En quittant mon domicile ce matin, je n'étais pas vraiment au courant de ce mouvement de grève. Je n'étais pas vraiment informé, sincèrement. Avant-hier, je suis venu dans cette même structure de santé et ce matin, j'ai fait le tour de 3 hôpitaux sans consultation. Je pense que l'État doit se pencher sur les revendications des travailleurs de la santé parce que leur secteur est clé. Le syndicat de la santé pour l'action unitaire compte faire un bilan après les 3 jours de grève. Une manière pour les travailleurs de déterminer le nouveau plan d'action. Les travailleurs de Sénégal Airlines pressés de décoller à bord de la nouvelle compagnie annoncée Air Sénégal SA, mais ce n'est pas encore gagné d'avance. En sit-in, ils ont exigé la liquidation de la défunte compagnie aérienne et pour cause, seule cette étape décisive peut leur permettre de tourner définitivement la page Sénégal Airlines, d'autant que la période de transition commence à porter préjudice au personnel et à le mettre dans une position financière inconfortable. Ils ont crié leur colère au micro de Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy pour ce reportage. L'annonce de la liquidation de Sénégal Airlines se remonte à avril 2016. De cette date à nos jours, l'Assemblée générale devant concrétiser cette décision tarde à se tenir. Le personnel de Sénégal Airlines à l'état actuel demeure salariés de Sénégal Airlines, mais demeurent des salariés sans salaire et sans lendemain. Parce que cette situation-là, de ni oui ni non, qui tend vraiment à du dilatoire, ne profite pas au personnel. Mais elle profite à 4 individus. Les travailleurs s'impatientent. Ils disent ne plus pouvoir supporter la discrimination salariale dans la boîte depuis l'annonce de la faillite. Mais pourquoi un directeur général va se faire payer 7 millions avec des primes? Pourquoi un directeur des ressources humaines, un directeur administratif va se payer 3 millions à 4 millions et laisser ses collaborateurs avec des 70 000, des 80 000 francs qu'on va virer dans les banques et ces sommes-là vont être accaparées par les banques? Sénégal Airlines est certes en faillite, mais pour le collectif des délégués, la société continue d'engager des retombées économiques. L'audit de la gestion du directeur général, leur préoccupation. Le directeur aurait pris 93 millions par devers lui. À quel titre? On aimerait le savoir. Un directeur qui se fait rembourser des factures de téléphone qui vont de 5 millions. Mais c'est un perroquet même qui a un téléphone ne ferait pas une facture pareille. Moustapha Diakhaté et ses camarades veulent aujourd'hui que le directeur général soit limogé. Au-delà, la plainte qu'ils avaient déposée au niveau de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption est relancée. Ils interpellent également la société civile.
À Médina Bambilor, les populations annoncent un danger, l'existence de branchements clandestins d'électricité. La présence de ces branchements frauduleux a été causée par un manque d'électricité que certains habitants ont voulu pallier, mais problème parce que les risques pris sont bien trop grands. Alertée, la mairie avoue son impossibilité à faire grand-chose, mais dit tout de même saisir les autorités compétentes. Ousseynou Thiam, Beradiagne. Médina Bambilor, l'inquiétude est grande et perceptible chez les populations exposées à des branchements électriques de fortune. Des habitants qui manquent de tout et qui se disent laissés à eux-mêmes. Regroupés autour d'un collectif, les jeunes dénoncent et indexent la municipalité. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de courant. Il y a des branchements, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des branchements anarchie, des raccordements à risque. Et le maire de Bambilor souvent véhicule des genres de messages en disant que c'est grâce à lui que l'électricité est là. Et alors que c'est grâce à laser. Mais maintenant, on ne peut pas pointer un doigt sur les réalisations du maire. Depuis qu'ils sont là jusqu'à présent, on n'a rien vu en général. Ils n'ont rien fait en général. Sur le manque d'eau et l'absence d'électricité dans certaines poches de ce quartier d'extension de Bambilor, les jeunes ne veulent plus de promesses non tenues. On veut dans l'ensemble un maximum de respect. Parce qu'ils nous utilisent comme des bêtes, après ils nous laissent tomber. Et on est fatigué avec les tonnes de promesses et zéro réalisation. Oui, dans l'ensemble, on veut que le maire sent que nous, on fait partie de la... Oui, on l'a déjà saisi une fois. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en train de nous fatiguer avec ces tonnes de promesses, mais zéro réalisation. Oui, il n'a fait que des promesses. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Joint au téléphone, le chargé de communication de la mairie rejette et estime que toutes les réclamations de ses habitants n'est pas du ressort de la mairie. Toutefois, il précise que le maire est disposé à assister ses habitants sur les manquements notés dans ce quartier. Et je vous l'annonçais en titre, direction à présent l'intérieur du pays, plus précisément dans la commune de Ngoï, c'est dans le département de Bambey. Sur place, les habitants en proie à une grave pénurie d'eau quasiment tout au long de l'année veulent la construction d'un château d'eau dans les plus brefs délais, une doléance qu'ils ont exprimée dans ce reportage signé Mohamed Diop et Tala Samba. Situé à la frontière du Baol et du Sine, le village de Mbokhodan a soif. Les habitants se sont donné rendez-vous pour une manifestation monstre afin d'inviter les pouvoirs publics à changer le cours de leur quotidien. Un quotidien rythmé par la recherche effrénée du liquide précieux. La population mbokhodanoise souffre un calvaire. On manque d'eau. Les femmes franchissent des kilomètres et kilomètres à la recherche de ce liquide précieux. Très important. Mbokhodan est oublié par le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, depuis Senghor, Mbokhodan n'a gagné aucun soutien des autorités étatiques, ni de la municipalité. Mbokhodan a besoin de la construction d'un forage. Les habitants de Mbokhodan souffrent du manque d'eau. Le problème n'est toujours pas réglé malgré les promesses des autorités. Nous interpellons le président de la République parce que pendant sa pré-campagne, il a passé à Mbokhodan. Ici, Macky Sall sait les réalités, ce qui se passe à Mbokhodan. Macky le sait. Macky le sait. En dehors de l'eau, la santé aussi est un problème. Pour la réalisation d'un poste de santé, nous avons collecté ici des recettes à travers la population. On a fait des briques et on a demandé une affectation d'un agent. On n'a rien vu. fii ba Ngoy Aliou Sylla la ñuy fajoo 7 kilomètres foofu la ñuy fajoo yaa ngi dégg boo fa demee lu ne ngay daj te yow yaakaar nañ bu ñu amoon fii hôpital biir Mbokhodan dinañ ci jëriñu keneen dina ci jëriñu duñu takkati saret di dem. Ce village de la commune de Ngoy, département de Bambey, n'en peut plus. Ces populations interpellent les plus hautes autorités du pays. Et de Ngoï, nous mettons cap sur Ziguinchor, la capitale de la Casamance, après avoir passé plusieurs années loin de leurs différents villages. En tant que déplacés, les populations de Djibidjon et environ ont pris la décision de retourner vivre chez elles. Cependant, elles sont confrontées à un certain nombre de difficultés, entre autres un manque d'eau potable, le liquide précieux qu'elles cherchent à plus d'1 kilomètre, mais aussi l'impraticabilité des routes. Une correspondance signée Boubacar Diassi. Djibidjon et ses environs ont beaucoup été éprouvés au plus fort de la crise en Casamance, au point qu'une partie de la population a dû quitter cette localité pour se réfugier en Gambie. Mais depuis plusieurs années maintenant,
Les populations de Djibidione ont retrouvé leur village, non sans endurer un tas de difficultés, à commencer par celles liées à l'état de la route. L'état de la route est vraiment déplorable. Il n'y a que des creux. Si tu as un malade, tu as des problèmes pour l'évacuer à Bignona. Cause pour laquelle nous avons des problèmes pour les habitants. Il faut trouver une charrette ou un jakartaman. Ce pont récemment construit les soulage certes, mais traîne encore une insuffisance. Nous parvenons à traverser le pont, mais jusqu'à présent, il y a des difficultés parce que l'autre partie est un peu beaucoup plus élevée. Les petites voitures ou bien les motos ont du mal à traverser. Donc nous voudrions vraiment que l'État nous aide. J'ai même assisté à un accident, une femme qu'on avait transportée en moto, qui montait, à un moment donné, la moto s'est éteinte et elle est revenue en arrière et ils sont tombés. La femme était blessée, on l'a évacuée à Ziguinchor. L'accès à l'eau potable, un casse-tête pour les femmes. Nous trouvons beaucoup de difficultés pour l'accès à l'eau potable. Nous avons une profondeur de 25 mètres, donc c'est beaucoup. Donc nous peinons beaucoup pour avoir de l'eau potable. Si nous pouvons avoir au moins une pompe manuelle, là ça pouvait soulager nos peines. Mais nous souffrons beaucoup. On ne boit pas ici de l'eau potable. Nous allons à peu près à 1 kilomètre dans un bloc maraîcher où on puise de l'eau potable. Pour se faire entendre à leur manière, ces femmes ont organisé un forum dans le village. L'activité est présidée par l'autorité étatique. Les sinistrés de Médina Salam, un quartier récemment décimé par un violent incendie, ont reçu la visite de la déléguée à la protection sociale et à la solidarité nationale, Antassar Diako, venue apporter le soutien de l'État aux 50 familles touchées, a demandé aux populations de faire preuve davantage de vigilance afin que pareille situation ne se reproduise. Une enveloppe de 5 millions de nos francs et des vivres ont été distribués aux sinistrés. Je vous propose d'écouter Antassar Diako, elle est au micro de Tchernoufal. Nous sommes ici présentement dans le département de Louga, où nous avons trouvé 50 familles qui ont été touchées par le sinistre, pour apporter le secours du président de la République, son Excellence Macky Sall, celui du gouvernement et du chef du gouvernement, le Premier ministre. Et nous lançons toujours un appel à la population pour tout simplement que nous soyons plus vigilants. Et cette vigilance doit être portée surtout chez les dames. Puisque comme on se dit, c'est nous les dames, souvent qui sommes dans les cuisines. Et le plus souvent, ces sinistres, ces incendies sont causés par des braises. Et il faudra être vigilant là-dessus. Et c'est là aussi où nous allons demander à la population d'être très vigilant, d'être vraiment dans les normes d'habitation pour éviter que de tels sinistres se passent le plus souvent. Retour à Dakar, devant la grande porte du stade Léopold Sédar Senghor. Vous l'avez certainement remarqué, les eaux usées continuent toujours de couler. Une situation qui indispose ouvriers, mais aussi riverains du quartier de Grand Médine. Ils déplorent l'insalubrité qui règne en maître et ils soutiennent que ces eaux usées qui se déversent depuis 3 semaines constituent un véritable danger, une véritable question de santé publique. Reportage Chertidiane Dione. Depuis 3 semaines, ces eaux usées coulent devant la grande porte du stade Léopold Sédar Senghor qui fait face au quartier Grand Médine. Elles sont mélangées aux déchets plastiques. Voilà les décors qui s'offrent sur les lieux. Une odeur désagréable qui se dégage, une situation qui indispose les riverains et ouvriers. Ce décor n'est vraiment pas beau à voir. Ici, l'insalubrité est chronique. Au Sénégal, nous avons un sérieux problème d'entretien. Et pourtant, l'année dernière, le stade Léopold Sédar Senghor a été rafistolé et la partie extérieure laissée en rade. Ici, l'air n'est pas agréable à respirer. Nous avons toutes les difficultés pour travailler correctement. Depuis 3 semaines, nous cohabitons avec ces eaux usées. Ce n'est pas chose facile. Ce matin, des techniciens étaient sur les lieux. Ils ont effectué le curage du canal. Et pourtant, presque chaque 2 jours, des techniciens de surface assurent le curage du canal.
indi ay mbalet yooyu ay gaz à effet de serre yooyu dindi ko quoi lii di xëñal lii di en tout cas lii di sonal doomi aadama li dinañ ko si quoi. ku dee ak sa bàmmeel wax dëgg fa ñoom dañuy ñëw. Je vous jure, chaque jour, les techniciens de surface se présentent pour le curage. Ce matin, beaucoup de déchets en plastique ont été tirés du canal. léegi kii bi moo fatoon quoi mais ñu ngi koy curé pour génne saleté pour ndox mi ñëwee mën a jël yoonam dem pneu yi si lañ gën a waaw. Transporteurs, mécaniciens et riverains lancent un cri de cœur aux services compétents pour une solution définitive à cette situation qui perdure. À la une de l'actualité politique, le Fonds patriotique pour la défense de la République, l'absent le plus présent des concertations du 28 mai dernier. Une absence que le coordonnateur de cette coalition impute aux modalités d'organisation. Mamadou Diop Decroix affirme toutefois que la position du FPDR n'entache en rien l'unité au sein de l'opposition. Diop Decroix qui approuve par ailleurs la liberté provisoire accordée aux co-détenus de Karim Wade emprisonné pour enrichissement illicite dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Nafissatou Silla, Modou Diop l'ont rencontré. Reportage. L'opposition tout entière n'a pas pris part au dialogue national ce samedi, mais certains partis ont apprécié ce qui semble en découler. C'est le cas du Front patriotique pour la défense de la République et principalement de la JPADS. Je constate qu'une partie de notre plateforme est en train, en tout cas, semble être en bonne voie de résolution. C'était la libération des détenus politiques. Et le fait de laisser l'espace politique respirer, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est un des points de notre plateforme. On verra maintenant par la suite parce que nous avons d'autres questions essentielles. Mamadou Diop Decroix, coordonnateur du Front, explique cependant les raisons de leur absence. Aucun des leaders politiques de l'opposition que je connais ne vous dira qu'il est contre le principe d'un dialogue politique. Aucun d'entre eux. Mais les modalités ont posé problème. Moi, c'est un peu compliqué. Mon parti n'était pas d'accord pour qu'on y aille. Je coordonne quand même d'autres partis politiques qui n'y sont pas allés. Dans les différentes coalitions, y compris le Front patriotique pour la défense de la République, il y a la souveraineté des partis. Les partis sont souverains. C'est ça qui fait d'ailleurs la force. Pour lui, leur absence à ce rendez-vous politique ne ternira point leur relation avec les autres partis de l'opposition et surtout du Parti démocratique sénégalais, leur allié. Il n'y a aucun problème, bien au contraire. Depuis le référendum, on est en train de s'élargir et de se renforcer plutôt que de s'affaiblir. Mamadou Diop Decroix reste confiant quant à l'issue de ce dialogue et estime que malgré tout, l'opposition restera soudée. Et toujours en politique, la série de libérations intervenues au lendemain du dialogue national intrigue Mamadou Albersi. L'observateur politique pense que cette démarche va porter un sacré coup au jeu politique, mais aussi à la démocratie. Il déplore par ailleurs la manière cavalière et solitaire utilisée par le chef de l'État. Il était l'invité du 13h de la TFM. Ses propos sont recueillis par Ali Attala. 3 jours après le dialogue, les choses s'accélèrent de manière imprévisible. C'est la libération en cascade des co-accusés de Karim. Et c'est également l'amorce d'une réconciliation, à la limite forcée, entre le président en exercice et son ancien mentor, comme on dit. Donc ce processus d'accélération, à la limite, discrédite les fondements du dialogue. On a trouvé une enveloppe nationale de questions d'intérêt, mais pour tromper l'opinion. Et je pense que c'est là peut-être la grande question qui est à l'ordre du jour. Comment Macky Sall va prendre en otage notre pays? Comment le président de la République, qui est élu démocratiquement avec une majorité suffisante en 2012, comment il se retrouve seul à piloter un dossier qui vide à la limite, qui vide sa démarche de toute pertinence. On sent à la limite quelqu'un qui est pressé de se réconcilier avec le PDS, qui est pressé d'organiser un consensus autour des questions électorales. Et je pense que cette précipitation, en tout cas, n'honore pas notre démocratie à mon avis.
Dakar, notre capitale, abrite depuis ce matin une conférence-exposition de l'Organisation mondiale de la douane sur les technologies de l'information. La rencontre offre l'opportunité aux acteurs du numérique de réfléchir sur les impacts positifs des technologies de l'information et des communications sur le commerce, mais aussi la chaîne logistique internationale. Un compte-rendu signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Pour mieux contrôler le commerce transfrontalier et faciliter les opérations douanières, la douane mondiale s'engage résolument vers le numérique. Avec l'usage des TIC dans la matière douanière, la compétitivité économique s'améliore. D'où cette rencontre internationale tenue ce mercredi à Dakar pour discuter de l'apport des TIC dans l'action douanière. L'ensemble de nos procédures aujourd'hui passe par l'informatique. Donc toutes nos procédures depuis 1990 sont informatisées, automatisées comme on a dit. Et aujourd'hui, avec le progrès, nous tendons vers la dématérialisation. C'est nécessaire d'avoir une étape par étape approche. Et puis la prochaine étape à venir, c'est l'interconnectivité. Parce qu'aux frontières, ce n'est pas seulement les douanes, mais il y a d'autres services nationaux qui sont présents. Si cela comporte des impacts positifs, l'usage des technologies de l'information dans le commerce mondial, il faut remarquer que la cybercriminalité peut être un frein. Sur le plan de sécurité informatique, c'est un gros chantier chez nous, d'ailleurs, sur lequel nous travaillons et sur lequel souvent le directeur des systèmes informatiques met le focus. La sécurité informatique. Donc, avec nos différents partenaires aujourd'hui, que constituent l'ADIE et la DTAI, nous sommes relativement bien armés pour protéger nos systèmes et pour protéger nos procédures. Cette automatisation des procédures douanières pour le directeur de cabinet du chef de l'État permet aux administrations douanières d'avoir un gain de temps en termes de transactions. En effet, l'automatisation des procédures dans le domaine du commerce international induit un gain de temps inestimable. Il faut noter que depuis plus de 20 ans, la douane sénégalaise est entrée dans l'ère du numérique, mais beaucoup de défis l'attendent, surtout en termes d'infrastructure et de stratégie. Hors de chez nous, l'actualité internationale essentiellement marquée par les inondations en France, la bousculade meurtrière à Nouakchott, la fin de l'épisode Ebola en Guinée et une double attaque meurtrière, c'est au Mali, plus précisément à Gao. Un récit signé Daniel Diouf. Il s'agit d'une double attaque survenue mardi soir à Gao, au nord du Mali. Bilan 4 morts, dont un casque bleu chinois, selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les victimes travaillaient pour les Nations Unies à Gao. L'attaque visait un camp de l'ONU et les locaux d'un prestataire de services pour l'organisation. 3 autres casques bleus ont été grièvement blessés dans la double attaque. Également, plus de 10 des membres du personnel de la MINUSMA, dont des civils. Les nationalités des victimes ne sont pas identifiées. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué la double attaque. ACMI affirme que l'attentat a été exécuté par des membres de Al-Mourabitoun, groupe du chef djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar. L'épisode d'Ebola en Guinée a pris fin, c'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS souligne que le pays entre maintenant dans une phase dite de surveillance soutenue de 90 jours. Dans un communiqué, l'OMS déclare la fin de la transmission du virus Ebola en Guinée, alors que le pays a passé 42 jours sans nouveaux cas depuis le second test négatif sur le dernier patient. L'organisation prévient tout de même qu'il reste un risque que de nouveaux cas surviennent. Une bousculade survenue durant une distribution d'aumônes aux pauvres a fait 8 morts, une vingtaine de blessés ce mercredi à Nouakchott. Les personnes décédées sont toutes des femmes âgées. Le drame s'est produit alors que des centaines de personnes se pressaient dans une cour pour recevoir la zakat distribuée par un homme d'affaires. Enfin, en France, 2 départements en alerte rouge inondation en raison d'une crue due aux fortes pluies qui se sont abattues sur le nord-est du pays ces 3 derniers jours. Le département de Seine-et-Marne, en Île-de-France, placé en vigilance rouge inondation. Il rejoint ainsi le Loiret, situé à une centaine de kilomètres au sud de Paris, où il est tombé en 72 heures, l'équivalent de 20 jours de précipitations selon Météo France. Les cours sont suspendus dans les écoles, les collèges et les lycées dans 17 communes. Et retour chez nous à présent pour parler des victimes présumées d'Hissène-Habré qui peuvent bel et bien bénéficier de restitution, d'indemnisation ou encore de réhabilitation.
Akefal déclare qu'un délai de 10 jours a été donné aux avocats des victimes pour le dépôt de leurs conclusions. Il affirme par ailleurs qu'une grâce présidentielle accordée à Habré, eh bien, c'est bien possible. Je propose de l'écouter au micro de Mambiram Diouf. Dans le statut qui régit les chambres africaines extraordinaires, il y a 3 sortes de réparation: la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation. Sur ce dernier point, il s'agira de voir comment, par exemple, construire des monuments, vraiment de régler les questions sociales. Un délai de 10 jours a été donné aux avocats de la partie civile pour qu'ils déposent leurs conclusions. La Chambre disposera de 5 jours pour les étudier. La défense également, après Sierra. Au Sénégal, chaque condamné a le droit de bénéficier d'une grâce présidentielle. Pour le cas d'Hissène Habré, cela dépendra de la volonté et de l'appréciation du président Macky Sall. Emba Kefal, que vous venez de voir sur ces images, s'exprimer dans un point de presse conjoint organisé à l'issue d'un séminaire sur le procès Habré et la compétence universelle. Le représentant de l'Union africaine dans la création des chambres africaines extraordinaires, Robert Dessous, en a profité pour expliquer les blocages à la création d'une cour africaine de justice et les droits de l'homme. Selon l'expert, seuls 5 pays africains ont ratifié le protocole de Malabo relatif à la création de cette institution, alors qu'il en faut 15. C'est parti pour le sport. La page sport que nous ouvrons avec la tanière. Les Lions s'attendent à un match difficile à Bujumbura, selon le milieu de terrain de l'équipe nationale de football du Sénégal, Mohamed Djamé, le pensionnaire de Hull City, qui vient d'envoyer en première ligue sur une magnifique frappe au but, estime néanmoins que les Lions sont prêts pour décrocher la victoire. Je vous propose de le suivre. Beaucoup d'envie et voilà, je suis prêt à me préparer pour ce dernier match de cette saison. Un handicap, non, parce que je connais cette équipe depuis très longtemps et j'ai évolué avec tous ces joueurs depuis un bon moment. Donc, pas un handicap, mais bon, c'est vrai que ça aurait été bien que je sois là pour ce match contre le Rwanda pour bien le préparer. Mais bon, je suis prêt également, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Oui, on sait que c'est un match compliqué qui nous attend, mais bon, on est prêt. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse, mais on est prêt, on est là pour jouer. Vous savez de quoi je parle au niveau du fait qu'ils vont nous rentrer dedans, tout ça. Mais bon, on est prêt, on est là pour jouer un match de football et c'est ce qu'on va faire, on va aller chercher la victoire. Et puis sachez que Diao Baldé Keita va manquer justement cette rencontre Burundi-Sénégal du 4 juin prochain. Dr Abdourahmane Fedior, médecin des Lions, a confirmé la nouvelle en révélant que l'attaquant a besoin de 2 semaines de repos au moins. Nous écoutons le médecin au micro de Cher Salibou Diarra. On a fait une échographie qui a révélé une petite déchirure au niveau du quadriceps droit, associée à un hématome, raison pour laquelle, pour l'instant en tout cas, pour 2 à 3 semaines, il sera mis au repos et par rapport à ça, on a commencé un traitement. En dehors de ça, bon, il y a le climat. Ici, il fait assez chaud, assez humide. Donc, par rapport à ça, les mesures préventives qu'on devait prendre, on les a prises pour parer au plus pressé. En tout cas, pour éviter que les joueurs se blessent durant que ce soit les entraînements ou les matchs. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et juste avant de se quitter, je vous rappelle, l'invité du 20h est donc Maître Mamadou Agueye, coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal Bignobug. Il fait face à Mamadou Ibra Kane.